On a complètement démonté notre Kisby 4 temps. Il serait peut-être temps de le remettre en état. J'ai acheté un scooter 4 temps, un Kisby, pour donner un peu de diversité à tout ce qu'on démonte sur cette chaîne. Et coller un petit peu plus au moteur du moment, puisque de plus en plus, les moteurs de temps ont tendance à disparaître, avec les normes anti-pollution notamment. Les nouveaux modèles qui sortent actuellement, à part les électriques, c'est souvent du 4 temps. Pour cela, j'ai acheté un Kisby 4 temps d'occasion comportant un moteur GY6 139 QMB, un moteur qui équipe généralement tous les scooters chinois. Et dans les deux vidéos précédentes, on s'est attaqué à son démontage, au démantèlement carrément de ce scooter Kisby 4 temps d'occasion qui n'était pas en super état. On a notamment dépouillé le moteur de tous ses organes vitaux pour nettoyer tout ça et y voir plus clair. J'ai ensuite entamé la longue phase, la traversée du désert, de nettoyage de tous les éléments un à un, asticage de chaque pièce, remise en peinture de certaines, notamment le cadre. J'ai bien avancé, hein, mais j'ai pas fini. Donc je vous propose dans cette vidéo de finir le nettoyage de ce moteur en allant un petit peu plus profondément dans le démontage du moteur 4 temps, comme ça on va le découvrir ensemble. On va changer certains éléments qui étaient cassés sur ce moteur. Il sera ainsi tout prêt, tout beau pour dans de prochaines vidéos, le remonter sur le cadre, rajouter à tout ça tous les éléments qu'on a démontés dans les deux premières vidéos pour le rendre prêt au premier test. Le premier qui permettra de servir de base à tous nos futurs tests faits sur le 4 temps. Il y a plein de choses à faire sur les 4 temps, bah oui, on va le découvrir ensemble. On va commencer cette vidéo en changeant la pièce qui fait défaut sur le scooter que j'ai acheté. C'est le carter côté allumage. Donc c'est cette pièce que j'ai récupérée chez Scootfast. Ce qui est avantageux avec ces types de moteurs 139 QMB GY6, c'est que la moindre pièce détachée ne coûte pas cher. Le carter en remplacement, 22,90 €, c'est vraiment rien du tout. Si on compare ça au moteur Minarelli, là, on a vraiment une différence. Et ce qui est pas mal, peut-être que le vendeur ne le savait pas, c'est que remplacer ce carter n'impose pas la dépose de tout le vilebrequin, puisqu'on a un carter décomposé en 3 parties. La partie côté variation, la partie côté allumage, mais solidaire dû au moteur, et le carter de fermeture du bas moteur, constitué par la pièce en défaut à 22,90 €. Donc on va commencer par enlever les différents éléments qui sont liés à ce carter, notamment le petit bouchon de remplissage, les petites vis que l'on va récupérer, paf, je les dévisse rapidement, les vis du stator, les 2 vis du capteur de déclenchement de l'allumage, et surtout il va falloir vidanger le moteur. Bah ouais, je l'ai pas fait, et il reste peut-être de l'huile dans le bas moteur, hein. Si le moteur était en fonctionnement, c'est qu'il y avait tout le bas moteur qui comportait de l'huile. On va vidanger. La vidange va se faire au niveau de cette vis en dessous le bas moteur. On va préparer un petit récipient pour accueillir notre huile. Un petit bac en plastique fera l'affaire. Allez, c'est parti. Oh, bien vissé encore celle-là. Si les vis sont bien vissées, préférez des clés 6 pans et pas 6 x 2, 12 pans, pour que la clé agisse bien complètement sur le pas de vis. Moi j'ai récupéré mon 125 X-Max avec une vis de vidange complètement foirée, et du coup pour faire la vidange, j'ai galéré. Je vous ai pas fait de vidéo là-dessus, j'aurais pu d'ailleurs. Oh putain. On va prolonger la clé, parce que sinon ça viendra jamais. La barre magique, la barre de fer. Maintenant que c'est desserré, on va pouvoir reprendre la petite phase de vidange. Dans le bouchon de vidange, on retrouve après nettoyage un tamis qui permet de récolter les éventuelles limailles de fer. La pompe à huile fait circuler de toute façon l'huile dans ce tamis, ce qui permet de récolter lors de son passage les éventuelles limailles de fer. Donc ça joue le rôle de filtre à huile. Lorsqu'on vidange, il est important de nettoyer ce petit filtre. On va pouvoir à présent dévisser les différentes vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vis pour désolidariser le carter côté allumage du reste du moteur. Pour ça, on prend une clé de 8, 6 pans pour éviter de les foirer les vis. Oh, et on dévisse.
Et il y en a une qu'on voit pas là, en fait il y en avait 8. Un petit coup de nettoyant frein. Voilà, on y voit plus clair. On peut à présent enlever le demi-carter. Pas de tournevis, hein. On ne force pas sur le plan de joint. C'est juste collé soit avec de la pâte à joint, soit le joint papier qui est un peu collé. On y va tranquillement. Voilà. On décolle le joint. Bon, il est cassé de toute façon, il faudra le remplacer. Et on découvre, bon, qu'il y a encore de l'huile dans le carter, ça, il n'y a pas de surprise. On découvre le pignon d'entraînement de la pompe à huile qui est directement lié au vilebrequin qui possède, lui, un engrenage. Ce démontage, il est intéressant parce que il est possible que les dents de la pompe à huile soient usées puisque la pièce est en plastique, qui met en évidence un problème de circulation d'huile. Si la pompe à huile n'est pas entraînée, eh bien il y a une mauvaise circulation de l'huile dans le bas moteur et du coup une mauvaise lubrification de l'ensemble. Donc c'est une des causes principales des pannes en cas de temps, c'est la mauvaise lubrification du bas moteur. Hop, on va enlever toute l'huile usagée, on va même incliner le bas moteur pour inciter l'huile à s'évacuer. Bon, c'est pas une phase très propre. Hein. Wow. Maintenant que le plan de joint est bien nettoyé, avant de mettre le nouveau carter, on repère qu'il y a un pion de centrage qui est ici resté sur le carter côté moteur, mais un pion de centrage qui est resté sur le carter qu'on doit changer. Donc ne pas l'oublier, on va l'enlever avec une petite pince tranquillement pour le remettre ici dans son emplacement. Voilà, avec les grands moyens, on récupère la pièce. Elle est un petit peu abîmée, ouais, elle fera le job. Voilà. On va aussi récupérer l'ancien joint spi qui est dans l'ancien carter. Avec une petite douille, on va réussir à l'enlever. Une douille de 16, c'est parfait. Un petit coup de marteau là-dedans. Et voilà, le joint spi est prêt à être réutilisé. On l'inspecte quand même, est-ce qu'il est en bon état? On va le nettoyer, on va regarder ça. Il est préférable de le changer hein, par un neuf, mais quand on n'en a pas, oh écoutez, ça passera. On fera un tuto pour changer les joints spi, hein, ça sera l'occasion. Avant de remonter l'ensemble, on va nettoyer à l'essence tout ça là, pour que ce soit nickel, notamment le nouveau carter. On s'amuse pas à remonter un nouveau carter sans l'avoir nettoyé impeccablement à l'essence, c'est ce qu'on va faire. Un petit peu de samplon 98, une petite brosse à dents. Tout propre. Bon, c'est surtout l'intérieur qui doit être tout propre. Hein. On va en profiter pour nettoyer le filtre à huile. Il y a de la merde là-dedans. Voilà, on va pouvoir tout remonter. On positionne un nouveau joint après avoir nettoyé convenablement la surface. Ça tombe bien, il y a Scootfast qui m'a envoyé une série de joints pour moteur 139 QMB, donc c'est parfait. Je vais trouver parmi ceux-là le bon joint papier qu'il faut. J'ai l'impression que c'est celui-ci. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi. On va mettre un peu d'huile sur le joint là pour prolonger sa durée de vie et pour bien le faire adhérer à la surface. Voilà, parfait. Un petit dernier coup de chiffon pour bien nettoyer le plan de joint. Et on met notre petit joint papier. Ouh, ça n'a pas l'air d'être le bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était plutôt celui-là. Bon, allez toi, désolé, t'es pas prêt au casting. Voilà, on refait la même chose avec ce joint. Voilà, on le repositionne.
Cette fois, il correspond convenablement. Voilà, là, c'est cohérent. On va positionner le joint spi sur le nouveau carter. Pour ça, on va lui mettre un petit peu de graisse au savon de lithium sur la bague intérieure et extérieure. Puis on positionne le joint spi dans son emplacement. On va prendre une douille qu'elle corresponde à la taille de la lèvre extérieure. Une douille de 23 a l'air plutôt pas mal. On regarde, est-ce qu'il est bien embuté? Oui, le joint spi est donc bien positionné. On peut placer le carter à son emplacement. Avec un maillet tout doucement, on tape si nécessaire. Dans la pochette de joint, il y avait un petit joint torique qui permettait de remplacer celui du bouchon de vidange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter l'ancien qui est bien aplati. Voilà, en effet, bien aplati. Un petit peu d'huile sur le joint torique. On le place sur le bouchon. Et hop, comme neuf. On repositionne le ressort, le petit filtre, et on met le bouchon à son emplacement. On le serrera tout à l'heure. On remet en place les vis de fixation du carter côté allumage du reste du moteur. Pour ça, il y a deux types de vis. Il y a des vis de 85 mm qui sont positionnées à ces emplacements. Et les 4 autres vis de 100 mm aux 4 emplacements restants. On procède ensuite à un serrage en étoile alterné, d'abord à la main, puis avec une clé dynamométrique réglée sur 10 Nm. On peut remettre en place le bouchon de vidange en attendant et appliquer le couple de serrage sur le bouchon de vidange de 40 Nm. Ça, on va utiliser la grosse clé dynamométrique, la balèze, avec une douille de 17, réglée sur 40 Nm. On peut à présent remplir le réservoir d'huile. La capacité est de 800 ml avec de l'huile 5W40. À l'aide d'un petit verre doseur, ou notamment par exemple ce qu'on utilise pour faire les mélanges d'essence, je vais mettre en place 800 ml d'huile. Ok, le récipient n'est peut-être pas... Oh là là là, j'en ai partout. Soyez plus propre que moi. Hein. Oh là là, j'en fous partout, on va prendre un entonnoir, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Voilà, 250 ml. Et les derniers 50 qui feront 800. Et voilà, je suis un gros dégueulasse. Il y en a partout. Faites mieux que moi. Hein. On remet le bouchon. Et on peut ainsi contrôler le niveau d'huile. Voilà. Il faut qu'il se situe entre la partie haute et la partie basse. Donc on voit bien que le niveau est correct. On recontrôlera le niveau une fois que le scooter sera de niveau remonté. Parce que là, bon, le scooter n'est pas forcément dans la position d'utilisation. On va en profiter pour remonter l'ensemble au niveau de l'allumage. On va commencer par le stator. On positionne le stator ainsi que son capteur. On va commencer par fixer le capteur en mettant en place les deux vis. Puis on fixe le stator. À présent, on va repositionner le rotor. On nettoie au préalable l'intérieur du rotor. Hein. Comme on a tout nettoyé et comme l'intérieur est aimanté, il peut y avoir de la limaille de fer ou même des vis qui restent dans l'intérieur du rotor. Donc vérifiez quand même avant de le positionner. On vérifie que la clavette est bien restée en position. Effectivement, elle est encore là. Et on met en place le rotor. Tac. On repositionne l'écrou.
On immobilise le rotor à l'aide d'une clé de blocage, par exemple celle Easy Boost pour les Minarelli fonctionne très bien. Et on serre l'écrou. Le couple de serrage est de 40 Nm. Voilà, avant de passer au reste, on va s'attaquer au moteur. On va être curieux, on va aller voir ce qui se passe dedans. Bon, a priori, il n'y a aucun problème sur le haut moteur. Mais ce qu'on va faire pour être curieux, c'est qu'on va démonter le couvre-culasse et on va peut-être accéder au piston pour regarder dans quel état il est au bout de 28 000 km. On commence par dévisser le dispositif pulsaire qui permet de reprendre une partie des gaz d'échappement pour les envoyer directement dans l'arrivée d'air via le filtre à air. Donc on va dévisser les différents boulons qui permettent d'enlever le dispositif pulsaire. Avec une clé de 10. Ce qui nous permet d'enlever le tube. Je remarque que lors du remontage, la personne qui a remonté l'ensemble a mis de la pâte à joint bleue partout. J'en vois partout sur tous les joints, sur la culasse, sur le couvre-culasse, partout. On va essayer de purger ça, et si nécessaire, on en remettra d'autres. Mais bon, d'origine, je suis pas sûr qu'il y ait de la pâte à joint. Et maintenant, on s'attaque au couvre-culasse. Il y a 4 vis, avec une clé de 10. C'est bien serré. On en profitera pour changer tous les joints du couvre-culasse, le joint d'en base, voilà, comme ça, on aura des joints neufs. Bien sûr, le couvre-culasse est collé, il y a du joint partout. Comment on va faire? Hop, ça vient quand même. L'ancien propriétaire avait des problèmes d'étanchéité, il n'avait pas forcément les joints pour les changer. Et résultat, il y a du joint partout, du joint bleu là. On va essayer de nettoyer tout ça. Au passage, on voit une plaque au fond là, vous la voyez? Avec 4 vis. Et bien derrière cette plaque, il y a un système de serpentin, là, de chicane, qui permet d'éviter de récolter trop d'huile, puisque le reniflard raccordé ici et jusqu'au filtre à air récolte les vapeurs d'huile qu'il y a au niveau du couvre-culasse. D'ailleurs, cette pièce est restée avec, alors qu'elle devrait être solidaire d'en dessous. On va la repositionner, hop. Bon, je nettoierai ça convenablement. Allez, je vous passe les détails. Voilà, on y est sous le couvre-culasse, on découvre tout ce qui fait la caractéristique des moteurs 4 temps. On n'a pas l'habitude de trouver ça puisqu'on n'a jamais abordé l'histoire du 4 temps. On voit ici la chaîne de distribution qui relie le vilebrequin à l'arbre à cam qui est sur cet axe, qui comporte des culbuteurs, ce sont les 2 pièces ici, et qui permettent de faire monter et descendre les différentes soupapes d'admission et d'échappement en fonction de l'angle du moteur. Le pignon situé sur le vilebrequin possède 2 fois moins de dents que la roue située sur l'arbre à cam, tout simplement parce que pour 2 tours de vilebrequin, on a 1 tour d'arbre à cam. Donc pour 2 tours de vilebrequin, on a une ouverture de la soupape d'admission et une ouverture de la soupape d'échappement. On reviendra en détail sur le fonctionnement du 4 temps, mais c'est quand même intéressant. Donc je vous propose de démonter cet ensemble-là. On va commencer par le démontage du tendeur de chaîne, le tendeur de chaîne de la chaîne de distribution. Pour ça, on va dévisser la vis du tendeur de chaîne avec une clé de 10. Donc il y a le ressort qui a tendance à tendre la chaîne. Il y a aussi un joint torique qu'il ne faut pas perdre, on va le laisser en place. Puis on s'attaque aux 2 vis de fixation de l'ensemble tendeur de chaîne avec une clé de 8. On peut le détendre en appuyant sur la petite came qu'il y a ici et en appuyant sur le tendeur. On dépose le joint papier qu'on remplacera. Avant de déposer la culasse, il va falloir repérer la position de la chaîne de distribution par rapport à la roue de l'arbre à cam, parce qu'il va falloir s'assurer que l'arbre à cam est bien synchronisé avec le vilebrequin. On le verra au remontage, il y a des repères qui permettent de s'assurer de la position, mais je vous garantis qu'un petit point ici
de peinture avec son repérage en face de la roue permettra de gagner un petit peu de temps au remontage. On peut à présent dévisser les 4 écrous de la culasse et les 2 vis de la culasse. Donc avec une clé de 10, on va dévisser toujours en étoile. Et on va faire de même avec les 2 vis à l'extérieur de la culasse. Puis les 4 écrous avec sa rondelle. On enlève la pièce plastique pour avoir accès à la roue de l'arbre à cam. Pour enlever la culasse, il va falloir désengager la chaîne de distribution avec la roue de l'arbre à cam. Et pour cela, on va dévisser les 2 écrous qu'il y a ici. Pour arriver à dévisser les 2 écrous, il va falloir bloquer en rotation le vilebrequin. Pour cela, on utilise la clé de blocage Easy Boost par exemple, qu'on positionne sur notre allumage comme tout à l'heure. L'une après l'autre, on va pouvoir desserrer les 2 vis. Parfait. La roue va pouvoir être désolidarisée de l'arbre à cam et on va pouvoir enlever la chaîne. Sur la roue de l'arbre à cam, il y a 2 marques qui permettent de positionner cette roue par rapport au carter. Au remontage, il faudra faire correspondre ces 2 marques avec le carter. On verra ça tout à l'heure. Alors on fait attention que la chaîne ne tombe pas dans le carter. Et à présent, on peut enlever la culasse. On voit que la culasse comporte vraiment beaucoup de calamine. On va éliminer tout ça. On enlève le joint de culasse métallique, on le remplacera. On enlève le patin-guide chaîne qui ne demande qu'à partir. On peut à présent enlever le cylindre. Alors c'est pareil, il doit être collé. Voilà. Le cylindre, il est bien calaminé au niveau du joint de culasse. Bon, le joint de culasse ne devait pas être super étanche, on va y remédier. Et la chemise du cylindre, il n'y a pas de trace d'amorce. Le piston, lui, possède bien ces 3 jeux de segments. Celui le plus haut est le segment de feu, l'intermédiaire, le segment d'étanchéité, et le dernier, le ressort avec 2 segments, ce sont les segments racleurs. C'est pareil, le piston est calaminé, on va essayer de remédier à ça en éliminant un petit peu, en le nettoyant. On voit bien les 2 emplacements de la soupape d'admission et la soupape d'échappement. Donc ça change du 2 temps quand même. Et on va nettoyer tout ça. C'est le champ du cliquet. Bon, sur le piston, on voit pas de traces de brûlure en deçà des segments, donc ça veut dire que la segmentation n'est pas à remplacer a priori. De toute façon, j'ai pas les segments, donc je ne vais pas les remplacer dans cette vidéo. Pour une autre fois peut-être. Allez, maintenant qu'on a assouvi notre soif de curiosité, on va remonter l'ensemble. Bon, dans le sens inverse, tout bêtement. On va commencer par mettre le joint d'embase neuf. On va le huiler un petit peu. Ça lui évitera de coller aux parois. J'ai un peu galéré à enlever les joints existants. On place le patin guide. Le joint de culasse. J'ai nettoyé la chambre de combustion comme je pouvais. Bon, elle est un petit peu plus propre, il y a un peu moins de calamine. On enfile la culasse. On va revisser les 2 écrous.
On effectue un pré-serrage sans forcer. On remet les deux vis positionnées sur le côté de la culasse. Puis on procède au serrage des 4 écrous en étoile toujours à la clé dynamométrique, à un couple de serrage de 18 Nm. Et les deux vis ici à 8 Nm. Il est temps à présent de remettre en place la roue de synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames. C'est l'opération la plus délicate. Avant de commencer, il faut positionner le vilebrequin dans une certaine position. Cette position, elle est déterminée par l'allumage. Il faut en effet faire correspondre ce repère avec le T sur le rotor. Dans cette position, il faut que la roue comporte les deux repères que l'on voit sur la roue de l'arbre à cames parallèles au carter ici. Donc on remet en place la roue. Pour cela, il faut que les deux culbuteurs soient rabaissés. Et il faut, dans cette position, que les deux repères soient parallèles au plan de joint. Dans cette position. On remet en place une des deux vis. On s'assure que dans la position de la roue avec les deux repères parallèles au plan de joint, les deux culbuteurs sont bien au dos des cames, ce qui est le cas. Donc on va pouvoir mettre la seconde vis. On le serrera en définitif une fois que la chaîne sera réglée. Dans cette position, le repère T doit correspondre au repère sur le carter. Le T est dans la position, le repère est positionné correctement. Donc on met la chaîne dans cette position sur la roue et on fait tourner. Voilà. La chaîne est en position, on se remet sur le T sur l'allumage. Oui, les deux repères sont bien alignés avec le carter, donc là, la chaîne est bien positionnée. On fait un tour à la main pour voir si les soupapes ne tapent pas malencontreusement sur le piston. 2 tours de vilebrequin correspondent à 1 tour d'arbre à cames. On revient sur la position T pour l'allumage. Au bout de 2 tours et on regarde si les deux traits sont bien alignés au plan de joint, ce qui est le cas. Le remontage est fait correctement. Et pour finir, on serre en définitif les deux vis de la roue de l'arbre à cames. Pour cela, on bloque notre rotor, on serre. On tourne un peu et on serre. On va refermer l'ensemble en remettant le couvercle de la culasse. Alors le joint torique qui est ici, il est un petit peu fatigué. Je vais mettre de la pâte à joint. En complément du joint torique, ça fera pas de mal. Avant de poser le couvercle, on remet la petite pièce en plastique en demi-lune, en positionnant de la pâte à joint aussi. On enfile la pièce en plastique dans son emplacement. Parfait. Et on met le couvercle. Hop. Comme ça. On positionne les vis. Et on serre un couple de serrage de 10 Nm. Tac, 10 Nm. On remet en place le système anti-pollution Pulse Air. Dans le kit de joint, il y avait un joint neuf pour celui-ci, donc je vais le positionner. Je remets en place le conduit, les deux écrous et les deux autres. Hop, 10 Nm. Et on finit par le tendeur de chaîne. Donc, on va mettre un joint neuf préalablement imbibé d'huile. Le tendeur de chaîne, je l'ai rentré dans son emplacement. Je vais donc le positionner. Je mets en place les deux vis de maintien.
Je les serre à 10 Nm. Et je repositionne la vis qui permet de tendre la chaîne. Attention, le ressort risque de sauter. Et on entend les petits clics qui indiquent que la chaîne se tend. Et on serre à 8 Nm. Ça y est, le moteur est remonté. Vous avez vu, sur un 4 temps, c'est pas une mince affaire, c'est beaucoup plus compliqué à démonter, à remonter qu'un 2 temps, ça c'est sûr. Mais bon, c'est fait, le moteur, il a des joints tout neufs, un joint d'embase, un joint de culasse, différents joints d'étanchéité tout neufs, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et on l'a vu en plus, le haut moteur qui est monté actuellement, c'est un TNT, c'est pas celui d'origine, donc il n'a pas 28 000 km, ça c'est certain. Et tant mieux pour nous. Je vous propose du coup de finir cette vidéo sur des choses qu'on a l'habitude de voir, et des choses faciles, la volume de refroidissement à remonter, le variateur, l'embrayage, la courroie, enfin, on va tout habiller le moteur avec les capotages, et on va s'en tenir là. On va en laisser un petit peu pour les prochaines vidéos quand même. Celui-là, c'était le filet cassé. Mais bon, la vis est quand même montée. On attaque côté variation. Allez, je vais te mettre des galets tout neufs. Des 5,5 grammes. Oups, j'ai oublié de te nettoyer, toi. On distingue ici le petit bourrelet qui permet au capteur de limitation de vitesse de l'embrayage de jouer son rôle et ainsi de brider le CDI. Une clé de 14, la clé de maintien Easy Boost, le tour est joué. C'est mieux quand c'est neuf, non ?
Bon, ça y est, le moteur est tout prêt, tout beau pour être remonté sur le cadre et ainsi reconstituer ce Kisby 4 temps pour être prêt pour le premier essai sur route qui permettra de faire un point de départ à toute cette série d'optimisation du moteur 139 QMB GY6 4 temps. Et oui, il y a des choses à faire sur ce moteur. On verra ça ensemble avec l'ajout de pièces, la préparation de certaines choses, et ainsi on va augmenter les performances. J'en suis sûr qu'on va y arriver. Peut-être pas ok, comme un 2 temps, mais bon, on va tenter quand même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu me ferait énormément plaisir. Prenez un petit peu de temps, cliquez en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné et vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo notamment, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Et si ça vous tente, si vous aimez bien, bah vous vous abonnez. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos que je peux poster sur cette chaîne. Si vous êtes un amateur de scooter et que vous en avez un que vous voulez gâter, eh bien, vous savez qu'il y a le magasin Scootfast, mon partenaire, qui vous fait profiter de moins 5% de réduction avec le code promotion que vous pouvez trouver ici. Vous l'utilisez, Simon03, il est actualisé de temps en temps. Le dernier code d'actualité, il est sur mes dernières vidéos. Dans les descriptions, n'hésitez pas à aller voir si celui-ci ne fonctionne pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!